Combien d'entre nous adhérons pleinement à l'idée que nos pensées ont un impact direct sur notre vie? Croyons-nous sincèrement que nos pensées sont les architectes de notre réalité? Si cette conviction est ancrée en nous, combien se sont levés ce matin avec la ferme intention de façonner consciemment leur avenir? La raison pour laquelle la majorité n'embrasse pas cette démarche proactive réside souvent dans un doute latent. Si nous étions absolument convaincus de la puissance de nos pensées, laisserions-nous passer une seule journée sans l'exercer? Permettrions-nous à une seule pensée négative, dont nous ne souhaitons pas l'expérience, de s'installer? Les neurosciences nous enseignent que notre cerveau est organisé pour refléter l'intégralité de nos connaissances et de nos expériences vécues. Il est à la fois une archive vivante de notre environnement et un témoignage de notre passé. Mais la question essentielle demeure: notre environnement contrôle-t-il notre pensée, ou bien notre pensée a-t-elle le pouvoir de transcender et de modeler notre environnement? Prenons l'exemple d'une routine matinale banale. Se lever du même côté du lit, éteindre le réveil avec le même doigt, chausser les mêmes pantoufles, se regarder dans le miroir pour se reconnecter à son identité, suivre les mêmes gestes sous la douche, s'habiller en fonction des attentes, boire son café dans sa tasse habituelle, prendre le chemin habituel pour se rendre au travail, côtoyer les mêmes personnes qui activent les mêmes schémas émotionnels, exécuter les mêmes tâches avec une expertise rodée, puis se hâter de rentrer pour consulter ses emails et se coucher, prêt à répéter le cycle. Dans ce contexte, notre cerveau a-t-il réellement évolué? Nous avons entretenu les mêmes pensées, répété les mêmes actions, vécu les mêmes expériences, généré les mêmes émotions, tout en nourrissant l'espoir secret d'un changement. Est-ce logique? Lorsque notre environnement active des circuits cérébraux familiers, nous sommes enclins à penser en fonction de ceux que nous connaissons déjà. Les visages familiers, les lieux habituels et les activités répétitives déclenchent des schémas de pensée préétablis. Tant que nous restons confinés dans ce cadre de pensée familier, nous ne faisons que reproduire notre réalité existante. La loi quantique est toujours à l'œuvre, mais nous l'utilisons, sans en avoir conscience, pour recréer le statu quo. Le véritable changement, la transformation profonde, exige de penser au-delà des frontières de notre environnement immédiat. Les grandes figures de l'histoire, de William Wallace à Gandhi, en passant par Martin Luther King, la reine Élisabeth et Jeanne d'Arc, l'avaient intuitivement compris. Ils portaient en eux une vision, une idée qui, bien qu'invisible et impalpable, était si intensément présente dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité alternative était déjà en train de se manifester. Pouvons-nous accorder notre foi à un avenir que nous ne pouvons pas encore percevoir avec nos sens, mais que nous avons suffisamment conceptualisé pour que notre cerveau se modifie physiquement pour correspondre à cet événement anticipé? Notre personnalité est le creuset de notre réalité personnelle. En termes simples, notre personnalité est notre personne en réalité. C'est une équation d'une simplicité désarmante. Notre personnalité est le reflet fidèle de notre mode de pensée, de nos actions et de nos ressentis. La personnalité que nous incarnons aujourd'hui a donné naissance à la réalité personnelle que nous vivons actuellement. Par conséquent, pour engendrer une nouvelle réalité personnelle, il est impératif de transformer nos pensées, nos comportements et les émotions qui se sont cristallisées en nous et qui constituent une part essentielle de notre identité. Tenter de créer une nouvelle réalité en conservant la même personnalité est une entreprise vouée à l'échec. Nous devons opérer une métamorphose intérieure. Lorsque nous ressassons les mêmes pensées, répétons les mêmes actions et revivons les mêmes expériences, un principe fondamental des neurosciences entre en jeu. Les neurones qui s'activent simultanément se connectent entre eux. En reproduisant ces états mentaux et corporels, notre cerveau s'active selon des séquences, des schémas et des combinaisons bien définies. L'esprit, c'est le cerveau en pleine action. En nous remémorant chaque jour qui nous croyons être, nous consolidons ces schémas neuronaux.
Avec le temps, le cerveau adopte une signature neuronale restreinte qui devient notre personnalité. Changer d'esprit, c'est initier de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons neuronales dans notre cerveau. La connaissance et l'information sont les outils qui nous permettent d'opérer cette reprogrammation. Chaque nouvel apprentissage forge de nouvelles connexions neuronales. Apprendre, c'est créer ces connexions. Se souvenir, c'est les entretenir et les renforcer. Chaque pensée que nous émettons déclenche la production d'une substance chimique spécifique. Une pensée positive, expansive ou joyeuse active des circuits cérébraux particuliers, générant un état d'esprit qui libère des substances chimiques nous procurant un sentiment de bien-être. À l'inverse, une pensée négative, empreinte de tristesse ou d'autodépréciation, active d'autres circuits, libérant des substances chimiques qui induisent des émotions négatives. Dès que nous commençons à ressentir ce que nous pensons, le cerveau et le corps entrent dans une boucle de communication constante. Nous pensons ce que nous ressentons, ce qui amplifie la production de substances chimiques renforçant ces émotions, et ainsi de suite. Ce cycle peut se perpétuer pendant des décennies. La répétition inlassable de ce cycle aboutit à ce que l'on appelle un état d'être. C'est un état où l'esprit et le corps fonctionnent en parfaite synergie, où les pensées et les sentiments sont alignés. Les pensées sont le langage du cerveau, tandis que les sentiments sont le langage du corps. Lorsque ce cycle devient une seconde nature, le corps mémorise l'émotion avec autant d'acuité que l'esprit conscient. Une habitude est née lorsque le corps devient l'esprit. Imaginez ceci, à 35 ans, 95% de notre identité est comme un logiciel préinstallé. Ce sont nos habitudes, nos réactions émotionnelles automatiques, nos croyances profondes, nos perceptions et nos attitudes. Tout cela fonctionne en arrière-plan, sans que nous ayons à y penser consciemment. Il ne reste donc que 5% de notre esprit conscient pour essayer de naviguer, de prendre des décisions et d'apporter des changements. C'est comme essayer de diriger un immense navire avec une toute petite barre. On peut vouloir aller dans une direction, penser positivement par exemple, mais le navire, notre corps et nos émotions, continuent de suivre son propre cap, se sentir négatif ou indigne. C'est un conflit interne, une opposition entre ce que notre esprit veut et ce que notre corps ressent. La clé, c'est de reprogrammer le corps, de l'aligner sur un nouvel état d'esprit. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être vous-même, qui semble accroché à la souffrance. Vous lui proposez des solutions, des activités positives, mais la réponse est toujours non. C'est comme si un ordre neurochimique interne les maintenait dans cet état, les empêchant de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Nous avons en nous 3 cerveaux, une métaphore pour désigner différentes capacités qui nous permettent de changer, d'évoluer vers un nouvel état d'être. Et il y a ce qu'on appelle le champ quantique ou l'esprit universel, une sorte de conscience plus vaste qui répond à qui nous sommes vraiment. Pas seulement à nos pensées isolées, ni à nos émotions passagères, mais à la combinaison de nos pensées et de nos sentiments. C'est ce qu'on appelle notre état d'être. Trop souvent, on attend d'être au pied du mur, confronté à une crise, une maladie, une perte, pour enfin envisager de changer. On attend que notre ego soit tellement malmené qu'on ne puisse plus continuer comme avant. C'est seulement à ce moment-là qu'on commence à remettre en question nos pensées, nos croyances, nos actions et nos émotions. Mais pourquoi attendre d'en arriver là? On peut choisir d'apprendre et de changer dans la douleur et la souffrance. C'est le schéma habituel. Ou bien, on peut choisir la voie de la joie et de l'inspiration. Et mon message est « Pourquoi attendre ?» Nous pouvons apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ce qui tend à être le modèle humain, où nous pouvons apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Maintenant, vous voulez apprendre la partie la plus difficile de tout cela? Vous êtes prêts? La partie la plus difficile de tout cela
est de prendre le temps de le faire. C'est tout. Prendre du temps pour votre précieux vous-même. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.